Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast dédié à la santé mentale. Si préserver votre santé et votre bien-être est votre priorité, vous trouverez le détail de mes accompagnements en description ou sur mon site www.steph-coaching.fr. Je reçois aujourd'hui Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne, psychothérapeute et auteure. Elle va nous révéler pourquoi la santé mentale des Français est mise à mal et ce de plus en plus jeunes, mais aussi comment réussir à se sentir mieux pour améliorer son bien-être à titre individuel mais aussi collectivement. Comment être en bonne santé dans une société malade, c'est ce que vous allez découvrir lors de cet échange. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire si l'épisode vous a plu. Je vous laisse à présent découvrir l'épisode. Bonjour Marie-Estelle Dupont. Bonjour Stéphanie. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au micro de mon podcast. C'est très important pour moi de vous avoir, puisqu'on va parler aujourd'hui de la santé mentale. Et c'est un sujet qui est vraiment hyper important dans la santé globale des Français. Donc ça me tenait vraiment à cœur d'avoir une spécialiste avec moi aujourd'hui, et particulièrement vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore et qui vous découvrent? Bien sûr, alors je suis Marie-Estelle Dupont et merci de votre invitation. J'ai 41 ans, je suis maman de 3 garçons qui sont nés en 2010 et en 2020 pour les jumeaux, donc en plein confinement. Et je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. Donc j'ai été diplômée en 2006 de l'école des psychologues praticiens où j'ai fait une spécialité en psychopathologie pour pouvoir travailler en psychiatrie. Et puis ensuite, j'ai fait un DU de neuropsychologie à Paris 5 et je me suis installée en libéral en même temps que je travaillais à l'hôpital, mais j'ai quitté l'hôpital assez rapidement au vu des dysfonctionnements institutionnels d'abord et puis parce que mon activité libérale s'est développée très vite. Donc ça fait aujourd'hui 17 ans que j'ai mon cabinet. Donc j'ai cette activité libérale d'une part et puis à côté j'ai une activité d'écriture et une activité médiatique qui me prend moins de temps parce que je veux pas non plus consacrer trop de temps à la télévision parce que je veux garder vraiment du temps pour écrire. Donc j'ai publié à ce jour 5 livres. Le dernier, justement, suite à la crise sanitaire et à tout ce qui s'était passé, à la dégradation de la santé mentale, notamment des jeunes, qui est sorti en octobre, qui s'appelle Être parent en temps de crise, pour faire un peu un état des lieux de la santé mentale et comment nous, parents, on peut soutenir la santé mentale des jeunes. C'est pas parce que le bilan est inquiétant et préoccupant et qu'il y a une mainmise en fait de la sphère publique et de l'État sur la vie privée que nous, les parents, sommes totalement dépossédés de notre pouvoir. C'est pas vrai. On est les premiers éducateurs de nos enfants, les seuls éducateurs de nos enfants d'ailleurs, puisque l'école instruit mais n'éduque pas. Et donc voilà, ce livre est un outil pour les parents, une réflexion politique aussi sur quelle est la société aujourd'hui, comment notre société pense ou ne pense pas peut-être le rapport à l'enfance, qu'est-ce qu'elle transmet comme exemple ou comme contre-exemple aux jeunes et pourquoi ils vont si mal. Donc il y a des liens entre la psychologie, la politique, le sociétal, l'anthropologie, la philosophie. Et puis la deuxième partie, c'est vraiment un outil avec voilà, des éléments concrets pour les parents, comment faire avec un ado qui va mal, comment faire avec un petit enfant qui va mal, etc. etc. Et puis les livres précédents, ils étaient sur des thématiques psychologiques assez variées. Il y en a un qui est sorti chez Albin Michel en 2022 qui s'appelle L'antimère, qui traite de la question en fait des maltraitances de certaines mères sur leurs filles. Pourquoi certaines mères peuvent être jalouses de leurs filles, pourquoi certaines mères n'aiment pas leur enfant, c'est un tabou, mais on l'a bien vu dans Vipère au point, ça peut arriver. Voilà. Donc ça, c'est un récit qui a paru chez Albin Michel. Et puis j'ai écrit 3 autres livres, l'un pour accompagner les gens qui divorcent, pour éviter que ce soit un carnage absolu, notamment avec les enfants. Et 2 livres qui sont plus généraux sur la psychothérapie et ce que ça peut apporter. Se délester du poids du passé, qui est sorti récemment en poche chez Erol, et Se libérer de son moi toxique, qui est un best-seller chez Larousse, et qui en fait a pour but de donner déjà des éléments de thérapie appliqués aux gens qui n'ont pas forcément le temps ou les moyens financiers ou la culture d'aller en psychothérapie, faire un vrai travail introspectif profond et comment en fait les aider à se libérer des schémas répétitifs, de leur petit saboteur interne en fait qui les remet toujours dans la même situation alors qu'ils l'ont identifié, donc les aider à s'en libérer avec il y a des exercices et puis surtout il y a des exemples de comment je parle à mes patients en thérapie pour déclencher des prises de conscience. Voilà. Merci pour cette très complète présentation et merci aussi pour les ouvrages que vous faites et que vous présentez parce que du coup, pour les personnes effectivement qui ne peuvent pas forcément faire une thérapie, ça donne quand même des outils assez concrets pour les avoir vus.
pour aider et pour venir un peu en aide et pour pouvoir s'accrocher en fait à quelque chose de plus concret. Donc n'hésitez pas à les à les lire et les relire. C'est vrai que la santé mentale, aujourd'hui, elle est, hyper importante, enfin, elle est très importante dans notre vie. Avant, en fait, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dizaines d'années, la santé mentale, on l'associait beaucoup à la folie. C'est-à-dire que même il y a pas si longtemps que ça, aller voir un psychologue, c'était assez mal vu, enfin, voilà. Et maintenant, je pense que si on demande aux gens, en les interviewant dans la rue, comment vous vous sentez au niveau de votre santé mentale, beaucoup diront qu'ils ne se sentent pas au top parce que c'est vraiment rentré, dans les mœurs, on va dire. Santé publique France, sur son site internet en octobre 2023, disait quand même que la santé mentale, c'était la première dépense, de remboursement de l'assurance, maladie avant, les maladies cardiovasculaires et avant les cancers pour 19,3 milliards d'euros, il me semble. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme, enfin comme dépense, De du santé pays, ouais, publique. de santé publique. Comment alors déjà est-ce que vous, en tant que thérapeute, à partir de quand vous avez remarqué que ça a augmenté à ce point et quelles en sont les raisons? Alors, dans la dégradation de la santé mentale, il y a 2 choses. Il y a effectivement la dégradation de l'état psychique de la population, dont je parle dans le livre. C'est-à-dire que j'ai une réflexion sur finalement, est-ce que notre société n'est pas elle-même pathogène? C'est-à-dire, est-ce qu'on met les bonnes priorités au bon endroit? Est-ce qu'on a les bonnes valeurs? Et est-ce qu'on n'est pas dans un système qui finalement, favorise les syndromes anxio-dépressifs, et cetera, et cetera? Et donc je montre comment, de manière systémique, on pousse aussi les jeunes vers une forme de désespoir et vers une forme d'addiction, que ce soit aux écrans, au porno, et cetera. Donc comment il y a des choses systémiques qui poussent vers la maladie au lieu de pousser vers la santé, ce qui signifierait, une anthropologie beaucoup plus saine, où on favorise le lien, on favorise ce qui a de la valeur, où on n'est pas dans la société de l'urgence, de l'instantanéité, de l'image, de la consommation. Tout ça, ça rend malade en fait. Et puis, il y a la consommation de psychotropes. Alors, la consommation de psychotropes, elle est justement le reflet d'une société qui est malade, parce qu'on pense qu'on va se soigner en prenant des médicaments. Mais en fait, le psychotrope ne soigne pas la maladie mentale. Le psychotrope, il atténue des symptômes. Et on est un énorme consommateur. La France est le 3e consommateur au monde de psychotropes. Parfois, on est les premiers en Europe, parfois, on est les 3e. Enfin, c'est vraiment des... On a un classement qui est record en psychotropes, par contre qui s'affaisse à l'école. Hein. Donc c'est intéressant de voir aussi que le niveau d'instruction s'affaisse et le niveau de violence et de maladie mentale augmente. Et puis il y a un 3e point à souligner aussi, c'est qu'on est dans une anthropologie qui a tendance à tout psychiatriser. Aujourd'hui, quand vous ouvrez un manuel de psychiatrie, vous voyez que le deuil est considéré comme une maladie. C'est-à-dire que les classifications sont pathologisantes. Une émotion, c'est pas une maladie, puisque l'émotion est indispensable à la survie. Un être humain ne peut pas survivre s'il n'a pas d'émotion. Si vous n'êtes plus capable de ressentir la peur, vous allez menacer votre vie et celle d'autrui. Donc on voit bien comment il y a une psychiatrisation de l'affect qui pousse aussi finalement les gens à la consommation de psychotropes et à la maladie mentale, parce que la maladie mentale et la souffrance, c'est pas la même chose, et aujourd'hui on a tendance à les confondre. C'est normal de souffrir quand on perd un proche, ça veut pas dire qu'on est malade. C'est plutôt si on est dans le déni de notre émotion que là, il y a peut-être quelque chose d'inquiétant. Voilà, donc cette augmentation des pathologies mentales, notamment chez les jeunes, elle indique 2 choses. Elle indique que notre jeunesse va mal, mais elle indique aussi qu'on a tendance à tout psychiatriser, et ça, c'est très préoccupant. D'accord. En fait, si je reprends ce que vous dites, c'est que, si je comprends bien, il y a l'état, mental, enfin l'état de la santé mentale des gens qui est pas, voilà, enfin, qui Leur santé préoccupe, globale se dégrade, voilà. c'est une Mais réalité. aussi, il faut le mettre en corrélation avec, l'utilisation des thérapeutiques Tout à fait. qui est tout enfin, c'est-à-dire que ce qu'on confond peut-être blessure et pathologie? C'est ça Absolument. que C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand un enfant a une émotion ou qu'il est excité, on va trouver un acronyme pour dire, on va trop vite le classifier dans la catégorie des pathologies. Ça ne veut pas dire que le trouble de l'attention n'existe pas, ça ne veut pas dire que le TOC n'existe pas, ça ne veut pas dire que ces acronymes ne correspondent jamais à rien. Ça veut dire qu'on a trop vite tendance, pour aller vite avec un QCM, en 20 minutes, sans prendre le temps de rencontrer l'enfant et de parler avec lui, d'explorer son environnement, alors qu'on sait que le symptôme chez un enfant psychologique, il est toujours le reflet d'un dysfonctionnement quelque part dans son environnement, en fait. Enfin, il y a une toute petite minorité d'enfants qui naissent avec une pathologie mentale d'origine
génétique ou neurobiologique comme un autisme ou une schizophrénie. Mais la plupart des enfants qu'on voit en consultation pour un trouble de l'attention, en fait, c'est des enfants où si vous faites des ajustements dans l'environnement, il n'y a plus de TDAH, sauf qu'on va leur coller un acronyme pour gagner du temps, leur coller de la Ritaline ou un médicament, alors que parfois, moi l'autre jour, j'ai reçu une maman, je lui ai dit, écoutez, essayez avant de mettre cet enfant sous médicament ou de le faire venir même chez moi en thérapie toutes les semaines, de simplement prendre le temps que vous consacreriez à la thérapie, à passer du temps seul avec lui, sans vos autres enfants. Je crois que votre enfant vous réclame, il n'a pas un trouble de l'attention, il a un besoin de votre attention et ça n'est pas la même chose. Essayons d'abord cela. Et elle est revenue en me disant, écoutez, merci, effectivement, je n'avais pas fait attention, je me suis laissée submerger par le travail. Depuis que je prends un temps toutes les semaines seule avec lui, il va au lit sans difficulté, il se concentre beaucoup mieux. Donc, si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que nos enfants ne sont pas que des connexions neurobiologiques, mais que ce sont d'abord des petits êtres d'affect et que quand ils ont un environnement sain, eh ben, leur croissance se fait beaucoup plus souvent de manière saine. Et en tout cas, quand il y a un moment de trouble psychologique, il est récupérable très souvent sans qu'on le psychiatrise. Et c'est grave d'enfermer un enfant dans un acronyme qui le psychiatrise parce que ça le stigmatise et il construit son identité sur l'aide. Donc, quand il guérira, il aura le sentiment de ne plus avoir d'identité. C'est toujours ça le risque. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans un déni, mais je crois qu'il faut vraiment... C'est comme avec les pervers narcissiques, il n'y en a pas partout. Ça veut dire quelque chose, le pervers narcissique. Et c'est grave de coller ce nom à des gens qui ne le sont pas, parce que du coup, on perd de vue ceux qui le sont vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est un peu la même chose. C'est comme si un peu un comportement était tout le temps identifié à une identité ou à une... Absolument, on Ouais, réduit. En ouais. fait, on est dans une anthropologie qui réduit l'être humain à ses besoins matériels, à ses besoins caloriques et surtout à ses conduites. Mais parce qu'en fait, c'est un peu l'idéologie progressiste néolibérale. On se fiche de l'être, on se fiche de l'individu. Ce qui importe, c'est comment il se conduit, combien il consomme et combien il coûte. Mais forcément, vous plongez la jeunesse dans le désespoir dans ces cas-là, parce qu'il n'y a plus aucun horizon pour la subjectivité et pour la pensée. Il n'est plus qu'un être de chiffres et plus du tout un être de récit, de narration et de créativité, en fait. Et donc, si on coupe les jeunes de leur créativité, ils ne pourront jamais prendre confiance en eux. C'est vrai que ce que je peux remarquer, et vous allez me dire si vous le remarquez aussi, mais c'est vrai que les gens de nos jours sont aussi pas bien, psychologiquement parce qu'ils sont très coupés de leurs émotions, justement, c'est ce que vous disiez, et très coupés de leurs ressentis. Là, on reparlera des enfants après parce que c'est un sujet très intéressant. Mais même au niveau des adultes, on sent en fait cette différence entre qui ils sont, et on voit les gens scrollent beaucoup, les gens partent en voyage, les gens se nourrissent de virtuels pour essayer de jamais rester avec eux-mêmes, en fait, jamais, ressentir, puisque ressentir, égale, bah, «pas bien» entre guillemets pour, faire, au sens large. Et en fait, c'est ça, comment c'est possible que les individus soient arrivés au fait de plus avoir, d'avoir peur en fait de ressentir. C'est comme une peur de ressentir, même les émotions qui seraient désagréables ou... Bah, le philosophe Pascal avait déjà dit, il y a fort longtemps, avant l'existence d'internet, que le plus grand malheur de l'homme était d'être incapable de rester seul dans sa chambre. Sauf qu'à l'époque, votre extériorité, même si vous étiez dans une fuite en avant, elle vous conduisait au bout de la ville ou au bout du village, mais toujours dans des liens humains qui étaient réels. Aujourd'hui, le fait de ne pas supporter d'être seul va vous conduire à finalement ne pas aller à la rencontre des autres, mais à rester seul dans votre canapé, mais avec des écrans et avec des communications qui ne sont pas des rencontres, en fait, parce que l'autre est interchangeable. On ne cherche plus des amis, on cherche des followers, en fait. Donc cette angoisse du vide et cette peur de la rencontre avec lui-même pousse en fait l'être humain moderne dans une sorte de vertige narcissique et de peur, de peur de ses propres émotions. Donc il va se déplacer sur une recherche de sensations fortes au lieu d'être dans l'élaboration de ses émotions. Et donc évidemment, ça appauvrit la vie de couple, ça appauvrit le lien avec les enfants, et donc ça entretient un cercle vicieux à la fois d'addiction, de compensation que ce soit dans l'apparence, dans la bouffe, dans les écrans, etc., etc. Et plus l'être humain est dans la compensation, plus il est pris dans une fuite en avant, et plus c'est difficile de décélérer. Et c'est pour ça que je pense que l'espace thérapeutique est hyper important, et que c'est hyper important que le temps des séances ne soit pas réduit à 20 ou 30 minutes, parce qu'il faut que la personne ait le temps de se rencontrer elle-même en présence de quelqu'un de bienveillant, et de comprendre que être en contact avec soi, c'est la condition sine qua non pour pouvoir être bien dans la rencontre avec l'autre sans s'y perdre, sans devenir comme l'autre et sans être effrayé par l'autre, parce qu'en fait, plus je me connais, moins j'ai peur de l'autre. Si je me connais pas du tout,
tout ce que vous allez me renvoyer peut être vécu comme une menace. Si je me connais, je sais faire la part entre ce qui vient de vous et ce qui vient de moi. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que les parents dont les parents doivent s'emparer avec leurs enfants pour leur réapprendre, parce que tout dans le monde extérieur pousse l'être humain hors de lui. Beaucoup plus qu'avant, évidemment, parce qu'il n'y a plus du tout de frontières, ni temporelles, ni spatiales. Et c'est vrai que l'émotion prédominante, de ce que j'observe, je ne sais pas si c'est ce que vous observez, mais c'est quand même beaucoup la peur. En tout cas, on est dans une société de la peur et c'est assez pesant, en fait, pour tout le monde. Donc vous imaginez dans la vie de monsieur et madame tout le monde qui posent leurs enfants à l'école, qui écoutent la radio, la peur toujours présente diffusée aussi par les médias, liée à l'impuissance de ce qu'on entend ou de ce qu'on voit. Et puis il y a une certaine forme de culpabilité, même par rapport à l'écologie et tout ça. Donc en fait, la corrélation de la peur, l'impuissance, la culpabilité, ça rend aussi les gens, ben, pas bien. Et est-ce que ça peut faire aussi, une des raisons qui se coupent dans un but de mécanisme de défense pour pas ressentir? Oui, parce qu'en fait, à partir du moment où, vous êtes dans un stress chronique, où il y a trop de cortisol cérébral, hein, trop d'hormones de stress, en fait, votre amygdale va être complètement saturée, c'est-à-dire le centre de la peur va être complètement saturé et la peur va finir par engendrer une déconnexion. C'est-à-dire qu'à force d'avoir peur, d'être tout le temps stressé, d'être bombardé d'informations hyper anxiogènes qui peuvent pas vérifier, face auxquels ils ne peuvent rien faire, en fait, les gens finissent par se dissocier. Mais quand on se dissocie pour se protéger des émotions négatives, on se dissocie aussi des émotions positives. Donc vous vous dissociez d'une saine colère qui vous permettrait de protéger votre enfant, vous dissociez, de l'émerveillement et de la joie des petites choses du quotidien, vous devenez un peu anesthésié psychiquement et ça, c'est, extrêmement dangereux parce que d'abord, si vous êtes anesthésié psychiquement, vous êtes beaucoup plus manipulable et puis, quand vous écoutez en boucle des informations hyper anxiogènes, et que vous ne pouvez rien y faire, vous avez un syndrome d'impuissance acquise, c'est-à-dire que vous allez être complètement déprimé. C'est pas la difficulté qui déprime l'être humain. En fait, on est outillé pour faire face aux problèmes. La vie, c'est de la résolution de problèmes. Mais si vous êtes dans une difficulté sur laquelle vous avez une prise et que vous pouvez résoudre, là, vous êtes motivé. Vous allez fabriquer de la dopamine, vous n'allez pas être déprimé. Si vous êtes dans une situation qui est positive, vous n'allez pas être déprimé. En revanche, si vous êtes dans une situation qu'on vous présente comme négative et qu'on vous dit que vous ne pouvez rien faire, donc c'est la fin du monde avec le réchauffement climatique, il faut juste rester chez vous. Vous avez vu, il y a des confinements climatiques maintenant en Asie, je crois, qui viennent d'être décrétés. On savait qu'on y viendrait. La personne se déprime parce qu'elle est face à une info négative et elle peut pas reprendre le contrôle, elle peut pas être active. C'est pour ça que les gens qui vivent des choses très difficiles, des deuils, etc., dans des catastrophes naturelles, ils se mettent en action. Parce qu'en fait, le fait d'agir permet de ne pas perdre confiance en soi et permet de ne pas se déprimer. Et donc, moi, je conseillais aux personnes âgées pendant le confinement, par exemple, d'éteindre la télé, parce que toutes ces infos anxiogènes les mettaient dans un état de sidération et de dépression. Donc, il faut vraiment reconnecter les jeunes à se concentrer sur ce qu'ils peuvent faire dans leur sphère. Voilà. Tu peux forcément faire quelque chose de positif à ton échelle. Tu sauveras pas le monde, mais il faut pas les placer dans la situation où parce que t'es pas tout puissant, tu es totalement impuissant. Personne n'est tout puissant, personne n'est impuissant. Donc si on se concentre sur ce qu'on peut faire à notre échelle, c'est l'histoire du colibri. De proche en proche, on va forcément améliorer les choses. Vous améliorez tous les jours la vie de vos enfants sans même vous en rendre compte. Et c'est pour ça que vous allez bien, parce que vous mettez dans une spirale positive. D'accord, ouais, reprendre le contrôle du coup sur, ce sur quoi on Ce a que le je contrôle. maîtrise. Sur ce que je maîtrise. Ouais, ça enlève un peu Et ce ça préserve la santé mentale. D'accord. Et comment en fait, plus concrètement, enfin, je ne sais pas si on peut le dire concrètement, mais on peut préserver sa santé mentale dans une société qui est malade? Ah, c'est ce que disait Krishnamurti, hein, finalement celui qui ne va pas bien dans une société malade, il est sain parce qu'il réagit au fait que la société est malade. Je crois que c'est important de réinvestir ce qui correspond à notre nature d'être humain. Notre nature d'être humain, c'est d'abord des liens. La survie de l'espèce, elle dépend en fait des liens affectifs. On peut pas un bébé fait un syndrome d'hospitalisme, une personne âgée fait un syndrome de glissement, vous le savez bien, si elle n'est plus touchée, si elle n'est plus, si on ne lui parle plus, si elle n'est plus stimulée. Donc réinvestir les vrais liens, le lien avec votre conjoint, le lien avec vos amis, le lien avec vos enfants et pas à travers des écrans. Vraiment se voir, rigoler, danser, se toucher, faire du sport, s'engueuler, ça maintient la santé mentale parce que c'est conforme à notre nature. Apprendre, c'est conforme à notre nature. Il vaut mieux apprendre une poésie par cœur qu'aller la lire sur Internet parce que notre cerveau est fait pour fonctionner, il est fait pour mémoriser. Et je crois que si on se sort d'une anthropologie qui est fausse,
qui est que votre valeur dépend de vos performances, votre valeur dépend de vos comportements, votre estime de vous dépend de votre nombre de followers, et qu'on se remet dans une anthropologie saine du lien, de la créativité, de s'obliger à avoir des activités qui ont du sens et renoncer à la consolation par la futilité, on préserve énormément sa santé mentale. Et en fait, être en bonne santé mentale, c'est pas aller bien tout le temps. Ça, c'est être dans un état euphorique artificiel. Ça veut dire qu'on prend la petite pilule bleue, en fait. Un être humain en bonne santé mentale, c'est un être humain qui a des hauts et des bas. Simplement, ni ses hauts ni ses bas ne le conduisent à des comportements destructeurs, trop destructeurs pour lui ou pour l'autre. Et donc pouvoir rester dans une fenêtre où bah oui, il y a des moments où je vais pas bien parce que j'en ai plein le dos, c'est sain. Et pouvoir se le dire, c'est sain. Il n'y a pas d'injonction au bonheur tout le temps. On n'est pas des robots et on doit surtout pas le devenir. Et dire à nos enfants, c'est ok d'avoir des montées en colère, c'est ok d'avoir des montées tristes. Ça veut dire que tu es vivant en fait et que tu interagis avec ton environnement et que ton environnement te fait des choses à l'intérieur et que toi, tu peux en réponse faire des choses à ton environnement, ça, c'est ça en fait, parce qu'on reste dans une interaction et on ne devient pas d'une manière un peu illusoire, autarcique. En fait, c'est ce que vous dites, je trouve ça très intéressant, en fait, et je pense que ça va beaucoup aider les gens qui nous écoutent parce que peut-être aussi par rapport aux réseaux sociaux et à tout ce qu'on peut voir, on a l'impression vraiment que même si les gens le savent, mais que les vies sont idéales de tout ce qu'on peut voir. Ça a vraiment amené tout est parfait, de la perfection, que ce soit de photos, de vie, parce que les gens montrent, 2 minutes d'une vie de 24 heures, donc évidemment, ils vont montrer que ce qui va bien et on s'autorise peu, en fait, et je vois, moi, en tout cas, les gens que j'accompagne, ils s'autorisent peu à se dire: «Ça va pas bien», parce que ça va pas bien, ça fait même peur aux gens. Les gens, ils demandent pas trop comment ça va, de peur de Oui, bien sûr, mais en plus, on passe à côté des bons moments. C'est-à-dire que si, un moment en vacances avec vos enfants, en fait, vous le passez à le filmer pour faire une story, à la fin de la journée, vous avez absolument pas engrangé les véritables bénéfices émotionnels dont vous avez besoin pour vous ressourcer, de la joie d'interagir et de jouer avec votre enfant, parce qu'en fait, vous étiez en train de tenir le téléphone. Donc ça nous prive, ça nous renforce dans la peur de la souffrance. Et ça nous prive des moments ressources qui sont véritablement heureux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la baisse de la libido des Français, elle est renforcée par le fait que souvent les conjoints dans leur lit le soir sont chacun sur une tablette ou sur un téléphone. En fait, si vous virez tous les écrans de la chambre, bah, les gens vont se remettre à se parler. mmh Et potentiellement à rire, et potentiellement à faire l'amour aussi. mmh. C'est vrai qu'on parle beaucoup de réseaux sociaux, mais pas de liens sociaux. Bien sûr, on parle de réseau, on ne parle pas de lien. On parle de communication, on ne parle pas de communion. Donc il faut remettre en fait l'affect et la dimension spirituelle. La dimension spirituelle, c'est pas la dimension religieuse, c'est l'idée qu'il y a autre chose que la dimension concrète et factuelle immédiate. Parce que ça appauvrit le lien, mais ça appauvrit la pensée, ça appauvrit l'imaginaire en fait. Quand vous racontez à vos enfants des mythes, des légendes avec des héros ben, en fait, vos enfants sont rassurés parce qu'ils se rendent compte que la vie, c'est pas qu'il n'y ait pas de problème, c'est que, au contraire, on est capable de trouver des ressources et des réponses aux difficultés qui se présentent et que tout être humain fait face à des difficultés. Donc vouloir dénier la difficulté et la masquer, en fait, c'est vraiment se mettre dans une difficulté majorée. Nos enfants, ils ont besoin qu'on leur donne confiance dans leur capacité à trouver des solutions. Et c'est incroyable la créativité des enfants pour trouver des réponses dans les moments. Vous avez bien vu avec vos enfants, comme vos enfants sont capables de venir vers vous, vous consoler quand ils vous sentent triste. Mais parce que vous avez été dans le lien avec eux, donc ils ont cette compétence du lien. Et les enfants qui sont nés pendant le Covid, maintenant c'est avéré avec les études de neurobiologie, ont des aires cérébrales liées aux compétences sociales et notamment à l'empathie qui sont diminuées. Ça se voit à l'imagerie cérébrale. Elles sont plus petites. Pourquoi? Parce qu'ils ont été face à des adultes qui avaient des masques, donc ils n'ont pas appris pendant la période sensible de leur vie, qui était faite pour ça, à interpréter les mouvements, les micro-mouvements du visage. Et donc, ils sont complètement décontenancés devant un visage qui exprime de la colère, etc. Donc, évidemment, il y a une augmentation de l'agressivité, parce que quand on a peur de l'autre, ben, on devient agressif pour se protéger. Et oui, du coup, en fait, ils ont pas capté tout ce qui était le non-verbal. Parce que c'est vrai que il me Absolument. semble que il y a Et même le 93. verbal, hein, parce qu'il y avait Ah des oui, enfants qui ne savaient pas que c'était la bouche qui parlait en crèche. Des d'accord. grands enfants qui allaient arriver en maternelle, qui, à cause des masques, n'avaient pas compris qui ne savaient pas imiter les mouvements des lèvres, donc il y avait des difficultés d'élocution très importantes en arrivant en maternelle. D'accord.
C'est vrai que, ouais, il me semble qu'il y a 7% de la communication qui passe uniquement par le Le verbal verbal et et tout tout le le reste, reste, c'est c'est les corporel. mimiques et cetera. Donc c'est vrai que C'est l'intonation, c'est c'est la très important. posture, c'est les gestes, et cetera. Des choses, ouais, qui peuvent, les altérer. Hem, je voulais aussi parler d'un sujet qui est un peu la sécurité ou l'insécurité. Vous me direz ce que vous en pensez, mais les 3 piliers que sont la justice, l'éducation et la santé sont un peu mis à mal, en danger et je pense que tout le monde s'en rend plus ou moins compte. Ça crée une insécurité et sous couvert de la sécurité, on nous, promet on nous expose à un manque de liberté, sous couvert de nous resécuriser, on met à fond sur la sécurité et du coup, on nous prive aussi de nos libertés. Je pense que Bien les sûr. gens se sentent aussi pas bien, je parle peut-être, en leur nom, mais de ce que je peux voir en tout cas, parce que la valeur fondamentale liberté est quand même, très touchée. Bien sûr. En fait, il y a eu comment dire? Il y a eu une substitution du contrat social qui n'a jamais été explicite, où on est passé d'un contrat social fondé sur la liberté fondamentale, avec évidemment des règles et des exceptions. Ma liberté, ça va être là où commence la tienne. Ce qui était une loi à la fois non écrite et écrite sur certaines choses, des limitations de vitesse sur l'autoroute, etc., mais sur la base d'un contrat social reposant sur la liberté. Et il y a une substitution, on est passé dans la société de contrôle et de surveillance orwellienne, où en fait la liberté est devenue une sorte de reliquat un peu réactionnaire, inquiétante du monde d'avant, où on est passé à une société d'autorisation. Donc on va partir du principe que tout est interdit et l'État va vous autoriser certaines choses. Pourquoi? Parce qu'on a un État qui est en échec patenté sur les missions régaliennes depuis 40 ans. La justice, l'école, etc., tout ça, c'est en échec total. Et la seule réponse que l'État trouve à ça, c'est non pas de réinvestir le régalien, c'est d'être intrusif avec la sphère intime. Donc il y a une abolition, de même que les écrans abolissent un peu plus la frontière entre l'imaginaire et le réel, l'État est en train d'abolir complètement la frontière entre le privé et le public. Donc par exemple, il y a une hypersexualisation de l'espace public, avec une intrusion de l'État dans la vie privée des individus. Au Canada, on disait aux gens pendant la crise sanitaire comment faire l'amour pour pas se contaminer avec le Covid. Donc, si vous voulez, il y a une confusion des places. Et l'être humain a besoin de repères pour aller bien. Dans une société où les places sont confuses, où on joue à saute-mouton avec l'autorité parentale pendant la crise sanitaire, où l'État se mêle de l'intime mais ne se mêle plus de ce qui lui revient, et où donc les gens doivent coûte que coûte pallier la défaillance de l'État sur là où on l'attend, à savoir les missions régaliennes, les gens ne peuvent pas aller bien. C'est hyper anxiogène en fait. Donc cette confusion des places, elle est extrêmement malsaine et elle donne un très mauvais exemple à nos enfants. Comment voulez-vous qu'ensuite ils comprennent qu'ils ont une place mais pas toute la place? Évidemment que ça monte les gens les uns contre les autres aussi. Et en parlant des gens qui se montent les uns contre les autres, c'est vrai que, vous le disiez tout à l'heure, les gens sont quand même très isolés et se remettent parfois aussi, il y a eu toute une sorte de non remise en question, en tout cas de pas se confronter à une pensée différente. C'est-à-dire de laisser les gens chacun dans leur pensée et de faire 2 mondes, en fait. Et le fait de pas se confronter à une pensée différente, est-ce que du coup ça rend sur le coup, on a l'impression peut-être qu'on se sent mieux, mais est-ce que du coup ça joue pas non plus aussi ça a quel impact en fait sur la santé mentale, le fait de toujours croire sans être confronté à même les enfants à l'école par exemple, de pas développer un esprit critique, ça vous en avez déjà parlé plusieurs fois, thèse, synthèse, antithèse qui leur apprend l'esprit critique, la manière de voir d'autres choses. On voit aussi que dans le quotidien, chacun reste un peu peut-être les algorithmes aidants, mais du coup chacun reste un peu dans ses positions. Est-ce que ça permet pas non plus de Absolument. développer une bonne santé mentale? Et les algorithmes sont, pour moi, l'algorithme est psychopathe. Si on devait le qualifier d'une pathologie, l'algorithme est psychopathe parce qu'en fait, il supprime complètement l'altérité, la subjectivité, la nuance, etc. Donc, si vous avez cliqué une fois sur un truc, le Mmh. fil va vous donner toujours la même, va vous renforcer en fait et jamais vous confronter à de la contradiction. Et aujourd'hui, dans les écoles, on a supprimé, soi-disant, pour pas être élitiste, la dissertation qui était vraiment l'exercice du discernement et de la critique et de l'esprit critique en fait et de la raison, thèse, antithèse, synthèse. Mmh. Donc ça, c'est évidemment très préoccupant parce que cette baisse de l'instruction, du discernement et de l'esprit critique fait que quand les gens sont confrontés à une nuance, ils se sentent agressés. Et Aristote disait que la preuve de l'intelligence, c'est de pouvoir en fait observer un point de vue différent du sien sans l'adopter
et sans se mettre en colère, en fait. Et cette capacité, on le voit bien sur l'hystérisation des débats à la télévision, maintenant on s'insulte, en fait, on n'argumente plus, on s'insulte. Tu es le diable si tu ne penses pas comme moi, et donc, comme tu es le démon, il faut que je t'anéantisse, il faut que je te fasse disparaître du plateau télé. Donc il n'y a plus d'argumentation, ça vole très très bas en fait le niveau intellectuel des débats, même politiques aujourd'hui. On est tout le temps dans l'invective, on n'est pas du tout dans la disputatio de nos ancêtres qui débattaient, qui avaient de la joute verbale. Donc où est-ce qu'elle va se mettre l'agressivité? Elle se déporte sur le corps, avec de la violence et de l'addiction. J'en viens aux mains parce que je supporte pas que tu penses pas comme moi, parce qu'en réalité je suis tellement pauvre intellectuellement que je suis pas en capacité de débattre. On n'est pas énervé quand quelqu'un n'est pas d'accord si on a des arguments. Voilà, donc ça c'est très préoccupant pour la santé mentale puisque ça augmente le stress et ça augmente évidemment les passages à l'acte violent. Donc il y a un repli en fait, un repli sur soi, un repli communautaire, un repli narcissique. C'est moi-je contre tout le monde. J'aimerais parce que dans votre livre Être parent en temps de crise, vous avez parlé de la médecine d'aujourd'hui, des médecins d'aujourd'hui, la formation des médecins d'aujourd'hui qui n'est pas la même qu'il y a plusieurs dizaines d'années. On tend vraiment à la e-santé, à le tout chez soi, donc même être soigné chez soi, enfin ça s'est vraiment développé pendant le Covid. On sait que maintenant les médecins, voilà, au niveau de leur formation, etc., c'est plus la même chose. Être pas soigné chez soi. Ouais. Pendant le Covid d'ailleurs. Merci de reprendre. C'est vrai. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous avez pu remarquer au niveau de ça, de la formation des médecins, de la médecine d'aujourd'hui? Mais je vous parlais d'anthropologie tout à l'heure. L'anthropologie, c'est vraiment la mère des sciences humaines. Et je pense que quand on fait une erreur au niveau de l'anthropologie, de la définition de l'être humain, si on définit mal l'objet qu'on gouverne ou qu'on soigne ou qu'on éduque, on ne peut pas bien le gouverner, on ne peut pas bien le soigner, on ne peut pas bien l'éduquer. Donc maintenant qu'on a défini l'être humain par ses besoins matériels et caloriques et par ses conduites pour en faire un consommateur contribuable, comme disait Georges Bernanos, en fait, forcément, il en découle des erreurs dans toutes les sciences humaines. Donc il en découle des aberrations dans le droit et la justice, il en découle des aberrations à l'école, il en découle des mensonges éhontés dans les manuels d'histoire, il en découle des aberrations dans les sciences de l'éducation, il en découle des aberrations dans la manière dont on pratique la psychologie et évidemment dans la psychiatrie, puisqu'on va faire de la psychiatrie en évacuant la notion de soin de l'être et qu'on va, avec un QCM, évaluer ce qui est forcément une pathologie. La personne ne peut pas être singulière. Elle est forcément malade si ses conduites sont déviantes puisque on a une courbe statistique qui nous dit où elle doit se situer. Donc la statistique fait loi. À partir du moment où la statistique fait loi, on n'est plus dans la pensée en fait. On est dans le passage à l'acte, c'est-à-dire je te catégorise et tu ne dois pas sortir de cette catégorie et il y a une molécule pour chaque catégorie. Pour revenir à votre question, je suis très préoccupée de voir qu'aujourd'hui, on dit à des étudiants en médecine, ne prends pas le temps de parler aux patients, c'est de la perte de temps. On sait bien qu'avec les lois de 2005 et 2009 sur la tarification à l'acte, il y a eu une véritable prise d'otage de l'hôpital dans les méandres de la bureaucratie et de la logique comptable. Et en fait, cette logique comptable qui se veut performante et rentable fait que l'hôpital n'a jamais autant coulé sur le plan financier. Parce qu'en fait, comme elle est grevée par l'administratif et par la paperasse, les soignants ne soignent plus, ils font des papiers, ils sont obligés de soigner à toute vitesse, donc ils sont en burn-out. Et donc évidemment, ils fuient l'hôpital parce que quand vous n'êtes pas là pour faire ce pourquoi vous avez la vocation, vous finissez forcément par avoir un sentiment d'absurdité et de perte de sens, et donc vous êtes en burn-out, donc vous fuyez. Cette perte de sens, elle est délétère dans la santé pour le patient, mais aussi pour le soignant. Et quand on voit comment les jeunes médecins sont... à 18 ans, on leur pose... Ils font pas de travail sur eux. Ils travaillent pas sur leur rapport à la mort. Ils travaillent pas sur leur rapport à la vie. Ils travaillent pas sur la peur de la maladie. Ils travaillent pas sur la notion de relation soignant-soigné. Ils sont bizutés d'une manière abominable, donc ils se dissocient complètement de leurs émotions. C'est un des bizutages les plus violents, le bizutage en médecine. C'est pas le plus violent, mais c'est un des plus violents. Donc, si vous voulez, tout ça, ça va les casser. Les plus sensibles d'entre eux vont être obligés de se couper de leur empathie ou risquent des dépressions et des burn-out. Et donc, on a déjà des soignants qui vont mal au démarrage et à qui on a mis dans la tête que parler avec un patient, c'est perdre du temps. Alors qu'on sait que le pronostic dans beaucoup de pathologies de longue durée dépend aussi du moral du patient et donc de la confiance qu'il a. Enfin, autrefois, le médecin de campagne, c'était peut-être pas le meilleur technicien, mais il connaissait tellement bien la famille.
qu'il avait une intuition clinique hyper rapide. Aujourd'hui, on veut surtout pas de l'intuition clinique, ça c'est de la sorcellerie, l'intuition clinique. Il faut faire tous les examens. Alors que quand votre intuition elle est bien formée, que vous avez de l'expérience, vous allez droit au but en fait et vous allez faire 3 examens mais pas 12. Donc voilà l'absurdité de la logique actuelle dans le soin et dans la psychiatrie. Dans la psychiatrie, c'est encore plus grave parce que finalement, on va avoir des gens à qui on dit t'es pas là pour finir en psychiatrie, comme si vraiment la psychiatrie c'était le parent pauvre du parent pauvre du parent pauvre de l'hôpital. Donc on en est en fait toujours à la croyance archaïque que la folie c'est honteux et que la souffrance c'est de la folie. Voilà, toujours la même confusion. Et puis surtout, on les oblige pas à bosser sur eux. Donc en fait, ils vont soigner des gens qui vont mal psychiquement en ne se connaissant pas du tout. Et ça n'inquiète personne. Là, j'apprends quelque chose parce que je pensais que les thérapeutes Non. devaient Le quand même... psychanalyste, il est obligé d'avoir fait une psychanalyse, bien évidemment, d'être supervisé. Mais le psychiatre, en fait, il n'a pas d'obligation d'avoir fait un travail sur lui. Il doit avoir suivi pour faire des thérapies une formation psychothérapeute dans la discipline qu'il veut, thérapie systémique, thérapie de couple, enfin thérapie comportementale, thérapie systémique, etc., thérapie transactionnelle, mais finalement, on ne va jamais s'assurer qu'il a fait un véritable travail introspectif. Donc c'est hallucinant de se dire que des gens vont accompagner d'autres personnes sans jamais s'être demandé, eux, comment ils fonctionnaient. Ça vous met dans un état à la fois d'aveuglement et d'orgueil qui est ahurissant, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a parfois des patients qui arrivent à ramasser la petite cuillère, à qui on a sorti des énormités, comme des victimes d'inceste, à qui on dit bah, tes parents ont fait ce qu'ils pouvaient, ils ne savaient pas, ils ont fait de leur mieux, quoi. Voilà. D'accord. C'est vrai qu'il y a deux choses là-dedans qui sont très vraies et intéressantes et qu'on peut remarquer aussi dans le soin. C'est ce manque d'écoute, ce réel manque d'écoute et d'empathie, parce que combien de patients se font annoncer des cancers ou des choses dramatiques avec une froideur déconcertante. Là, parce que le soignant est clivé. C'est-à-dire, comme on ne l'a pas obligé à travailler lui-même sur son angoisse de mort, qu'est-ce que ça te fait? Comment tu fais avec ce sentiment d'impuissance quand tu dois dire à un jeune de 34 ans dont la femme attend un bébé qui va mourir dans 6 mois? Ça fait des choses. Donc, ils se protègent. Et comment ils se protègent vu qu'ils n'ont pas bossé sur eux et qu'ils philosophent pas? Parce qu'alors ça, ils font des maths en médecine, mais alors de la philo, c'est pas gagné. Et ben, ils se protègent en se clivant. Donc, ils se coupent de leur affect. Donc, on a des situations aberrantes où un mec de 23 ans va apprendre dans un couloir entre deux portes qu'il a un cancer incurable, enfin un cancer avec très peu de chances de s'en sortir. Enfin, c'est ahurissant. Et après, on appelle le psychologue, on dit écoute, tu fais le boulot parce que moi, je sais pas faire. Voilà. Alors, c'est vrai que le médecin de l'époque, il avait un peu toutes ces casquettes, enfin le médecin de famille en tout cas, parce que cet espace d'écoute, il est quand même dans la santé mentale. Mais le médecin de l'époque, il avait fait ses humanités. Donc, il avait fait l'histoire, il avait lu des livres. Alors ça, il avait fait un peu de philo. Voilà. Et puis, il avait quand même un rapport d'humilité à la vie. C'est ça. Aujourd'hui, comme on veut évacuer la mort et qu'on pense que la technologie a remplacé Dieu, on est dans un rapport d'orgueil au patient, au lieu d'être dans un rapport d'humilité. Donc, évidemment qu'il y a une très grande violence et évidemment qu'on sort du soin pour être dans du traitement. Mais en fait, quand vous êtes là pour traiter les gens, potentiellement, vous pouvez les maltraiter. Et ce glissement est très paroxystique en psychiatrie, mais en fait, il est vrai dans tous les services de médecine interne. Si les soignants qui sont là ne peuvent pas maintenir coûte que coûte un lien humain dans le service, et c'est de plus en plus difficile vu les contraintes administratives qui pèsent sur eux, en fait, ça leur échappe. Le chef de service, il n'est plus chef de service aujourd'hui. C'est des chefs de pôle administratifs qui ne voient jamais aucun patient qui prennent les décisions. C'est ahurissant. En fait, le fait que maintenant tout soit protocolisé, que les patients n'aient pas cet espace d'écoute comme il y avait avant, qu'est-ce que vous pensez, vous, du système de santé qui nous attend par rapport au fait, du coup, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on crée un espèce de manque, et que quand il va arriver la e-santé et tout ce genre de nouvelles technologies, ça va répondre à un besoin qui n'existe en fait à la base pas, puisqu'il n'y a pas de difficulté avec le médecin, mais le fait qu'on ait créé ce problème, on va nous amener une solution qui est la e-santé. Enfin, je dis ça parce que parfois les gens disent ben oui, mais le fait que ça soit à distance ou le fait que ce soit peut-être dans des photomatons, parce que ça existe, des photomatons de la médecine où il y a des ordonnances qui sont délivrées, et ben finalement c'est pas plus mal parce qu'ils ne trouvent pas mieux quand ils vont chez le médecin, puisque Parce que ils n'ont pas le temps. pratique. Voilà, c'est pratique. C'est le maître mot maintenant, c'est pratique. Voilà. Ça va plus vite. En fait, de même que la formation des médecins a glissé pour moi vers une déformation,
c'est-à-dire on les déshumanise. Et ils ne connaissent pas en fait la nature humaine. On est en train d'aller d'un système de santé vers un système de maladie. C'est-à-dire qu'on ne va plus chercher la santé globale de l'individu, qui est quand même l'OMS définit la santé comme un état global d'équilibre à la fois psychique, social et organique. Et on va vers une désarticulation en fait complète de l'homme avec des organes qui sont complètement pris de manière isolée et une technicisation, une virtualisation en fait de la médecine qui fait que la médecine n'est plus ce qu'elle est. La médecine normalement c'est une rencontre entre la philosophie et la science, mais finalement la science glisse vers simplement ce qui est de la statistique. Et il n'y a plus de philosophie, il y a de la technique. Donc, pour moi, on ne va pas vers un système de santé, on va vers un système de maladie. D'ailleurs, on voit bien, on dérembourse tout ce qui est de l'ordre de la prévention et on met le paquet sur ce qui est du traitement vraiment de fin de maladie. Alors que bien évidemment, si on voulait faire à la fois des économies et aider les gens, il faudrait faire en sorte qu'ils ne tombent pas malades. Et on est dans un système où on a tout un arsenal pour les maladies chroniques. Alors évidemment, dans plein de cas, ça aide énormément les gens à vivre, mais on a comme point aveugle qu'on a mis de côté tout ce qui pouvait leur éviter de tomber malade. On a des modèles de pays où la santé mentale se porte vraiment bien, avec... Où la santé mentale se porte mieux, Ouais. déjà, ne serait-ce qu'en Europe, dans les pays du Nord, il y a moins de pathologies. Alors, moi, je n'ai pas suffisamment étudié pour vous dire si c'est parce qu'ils sont moins DSMisés, ils sont moins dans une psychiatrisation de toute souffrance psychologique, ou si c'est simplement parce que... Mais je pense que c'est plutôt parce que les individus préservent mieux leur équilibre global de vie et leur hygiène de vie, en fait, leur rythme de sommeil, leur rythme alimentaire et les liens avec le voisinage, etc., etc. C'est sûr aussi que la vie urbaine dans les grandes villes, il y a aussi plus de pathologie mentale parce que c'est un rythme qui est complètement contraire en fait aux besoins naturels de l'individu. Il y a tout le temps de la lumière, il y a tout le temps du bruit, donc le cerveau n'a jamais de répit. Donc en fait, l'être humain moderne a appris finalement, même quand il fait l'amour, à être sous tension. Il est jamais en récupération. Donc ça crée aussi des pathologies, ça renforce des pathologies inflammatoires et toutes les pathologies du stress en fait. Il y a un sujet dont vous avez beaucoup parlé et qui a aidé énormément de parents, comme moi, qui sont les enfants. Donc la santé mentale des enfants, c'est aussi un sujet qui est très préoccupant, puisque à l'âge où ils sont censés être joyeux et innocents, et ben maintenant ils ont des idées suicidaires et voire des passages à l'acte. À partir de quand vous avez remarqué, en tout cas, en tant que clinicienne, Cet infléchissement, la courbe. c'est ça. Moi, je trouve que ça s'aggrave beaucoup depuis 2015. Sur la violence des jeunes, ça fait 20 ans qu'on le dit, que les jeunes sont de plus en plus violents, de plus en plus jeunes. Donc c'est le reflet d'une société qui est malade. Maintenant, il y a eu une vague pédopsychiatrique sans précédent en février 2021, c'est-à-dire que les enfants ont accusé le coup des mesures prises pendant la crise sanitaire et les confinements ont fait exploser la violence intrafamiliale, les maltraitances, l'alcoolisme des parents, etc., etc. Ils n'avaient plus d'espace en fait à l'extérieur, donc quand la sphère familiale dysfonctionnait, c'était évidemment un facteur très aggravant de pathologie. Ces enfants qui vont mal depuis 2021, pour certains, ils se rétablissent, mais pour d'autres, comme c'est arrivé dans une période cruciale de leur développement, ils se construisent avec ces dysfonctionnements et les professeurs, les éducateurs, les gens qui sont sur le terrain, les élus locaux vous disent on ne sait pas comment les récupérer, on sent qu'il y a quelque chose qui a été raté dans le développement et dans la construction et ils décrochent à l'école et ils n'arrivent plus à se concentrer, etc. etc. Mais là, on voit bien comment ce qui a créé du trouble de l'attention, c'est l'environnement, c'est pas de la biologie qui dysfonctionne en fait. Je pense que des sociétés qui vont bien, ou plutôt des sociétés où la jeunesse va moins mal, c'est des sociétés qui ne se sont pas déspiritualisées. En fait, l'être humain a besoin de croire pour aller bien. Donc si vous lui supprimez toute forme de transcendance en disant que la religion c'est forcément archaïque, etc., et qu'il n'y a plus de spiritualité, qu'il n'y a plus de valeur accordée aux liens, à tout ce qui est liens sociaux, liens émotionnels, etc., vous allez obliger l'individu face à ce vide spirituel, à se reporter
sur des compensations et donc des compensations addictives et des croyances qui sont toxiques. Donc l'être humain ne peut pas cesser d'avoir besoin de croire. Donc si on l'empêche de croire dans quelque chose qui le fait grandir, il va croire dans quelque chose qui le fait régresser. Il va croire que la médecine va le sauver de tout, que la technologie va le sauver de tout. Et donc il y a un boulevard aussi dans notre société pour que les jeunes aillent vers des idéologies, des choses qui les rendent en fait encore plus anxieux, encore plus soumis, encore plus manipulables. C'est très bien de tuer Dieu. Le problème, c'est que si on se prend pour Dieu ou qu'on croit que la technologie ou n'importe quoi d'autre, hein, ou l'écologie, ou les voitures électriques, ou l'islam radical peut combler ce vide, bah forcément, vous poussez aussi les jeunes dans une forme de radicalité. Il n'y a plus de nuance, en fait. Quand il y a une transcendance, il peut y avoir de la nuance dans la pensée. Et donc, l'imaginaire se développe, la créativité se développe, la pensée se développe, les liens se développent. Et au niveau de est-ce que des tout petits, là, ça commence plutôt à l'adolescence, est-ce que petit aussi, la santé est inquiétante au niveau est-ce qu'il y a plus d'enfants qui viennent pour des troubles, Beaucoup plus. et ça, Ah, c'est beaucoup lié plus. depuis Bah, 2021? depuis la crise, alors moi, pendant la crise sanitaire, j'avais des enfants qui n'avaient pas du tout des profils à consulter normalement, parce que c'était des enfants qui n'avaient pas de pathologie de type euh, autisme, etc., ou de maltraitance familiale, ou des contextes de divorce qui sont en général les motifs de consultation les plus fréquents pour des enfants petits, d'âge, quand je dis petit, c'est d'âge école primaire, où c'est une période où si dans l'environnement ça va, l'enfant en général, sauf pathologie biologique rare, va bien. Et là, j'avais des cortèges d'enfants dont les familles ne dysfonctionnaient pas et qui avaient des phobies des microbes, qui étaient hypocondriaques, qui avaient des TOC, qui avaient peur d'aller de parler à quelqu'un, de toucher quelqu'un. Moi, j'avais une petite fille qui me disait, je veux pas embrasser ma mère parce que quand on s'embrasse, on se touche. On avait désarticulé même ce truc-là. Donc évidemment qu'il y a eu une augmentation de ces pathologies et aujourd'hui, où il n'y a plus les mesures de restriction, ce qu'on observe dans les cours de maternelle, c'est que même les petites filles sont beaucoup plus violentes et agressives qu'avant. Ce qui confirme ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que les enfants nés pendant le Covid sont des enfants qui ont moins de compétences sociales. Et donc, on voit des gamins de maternelle qui se disent des trucs du style je vais te jeter par la fenêtre, je vais t'étrangler, enfin des trucs complètement ahurissants. Et cette violence qui augmente, c'est les enfants, enfin c'est la société en fait qui l'a rendu possible en privant les enfants de choses essentielles à leur développement. Essentielles, c'est vital, c'est-à-dire non négociables. Il y a eu c'est un manque de protection, un manque de repères et aussi vous disiez tout à l'heure que la peur, engendre aussi l'agressivité. Est-ce que ce sont des enfants qui sont du coup qui ont un peu grandi dans la peur? La Bien peur, sûr, de faire tomber malades leurs grands-parents, la bien peur de sûr, contaminer les autres. En fait, c'est la première fois que des enfants, je pense, ont eu peur de tuer, même oui. si le mot paraît fort Non quand mais je le vous dis. imaginez à quel point la société s'est conduite comme une famille maltraitante ou toxique? C'est-à-dire que la société a dit aux enfants, si tu sors, tu vas tuer papy et mamie. On a fait peser sur eux la suspicion d'homicide, mais c'est complètement hallucinant en fait. C'est d'une toxicité, d'une violence, qui moi m'a traumatisée pendant la crise. Hein. Vraiment, j'ai été sidérée qu'on puisse en arriver là, en se prenant pour des gens sérieux et crédibles en plus. Et oui, c'est l'autorité, même des instituteurs. Pour moi, c'est une institutionnalisation de la violence. Et les effets à long terme sur ces enfants, parce qu'à court terme, donc rupture de Des lien, enfants qui ont etc. peur, c'est des enfants qui sont agressifs, et ensuite, c'est des enfants qui sont soumis et manipulables. C'est-à-dire qu'ils se disent, pour survivre, il faut être du côté du plus fort. Donc ça va faire des enfants ultra individualistes, qui mentent, qui sont dans la je me débrouille et je fais les trucs en loose day, voire je suis dans la délation. Voilà, c'est ça qu'on est en train de créer. Des gens peureux et donc soumis et potentiellement violents. Et c'est vrai que ça, même au niveau, juste pour revenir aux adultes, mais même pour les adultes, le fait de ne pas réussir à prendre position pour des gens, pour des personnes qui voient que ce qui se passe, c'est pas totalement normal, parce que je pense qu'il y a des gens qui voient quand même qu'il y a des dérives et des choses qui sont pas alignées avec qui ils sont et ce qu'ils veulent faire. Mais il y a cette peur du rejet social quand même très présent. Oui, alors ça, j'en fais un chapitre dans mon bouquin d'ailleurs, Être parent dans de crise. Je parle vraiment de cette peur, du fait que le management de la population par la peur repose vraiment sur cette crainte de l'ostracisation, c'est-à-dire que l'être humain a un très fort besoin d'appartenance au groupe. Euh, et la manière dont les entreprises ont relayé le milieu culturel et artistique, etc., ont relayé tout ce qu'on a entendu, tous ces discours de peur et de marginalisation,
euh, ça a renforcé, ça a réactivé chez les gens la peur d'être mis de côté, la peur d'être marginalisé. Donc, à part des gens très outillés intérieurement, finalement très aux prises avec la réalité, qui sont capables de rester tout seuls et qui s'en foutent de l'opinion que les autres ont d'eux, la plupart des gens étant fragiles dans leur estime d'eux-mêmes et ayant besoin de l'approbation et du regard d'autrui, ils se sont soumis en fait à ça parce qu'ils ne voulaient pas être désignés comme le marginal, mais en fait, quand tout le monde délire, c'est pas honteux d'être marginal, hein. Enfin, voilà, mais pour beaucoup de gens, c'était difficile de faire fond sur eux-mêmes parce que on a activé la peur du rejet. Et Et la plupart des gens se sont soumis et ont soumis leurs enfants, pas du tout parce qu'ils avaient peur de la maladie. Ils avaient très vite compris que la maladie, elle menaçait les personnes âgées ou les personnes qui avaient déjà des comorbidités, mais elle ne menaçait pas un enfant de 8 ans. Mais ils avaient peur d'autre chose. Ils avaient peur d'être montrés du doigt. Donc ils ont été mis dans une injonction paradoxale, en fait. Soit vous allez maltraiter vos enfants en leur imposant les choses, soit vous allez les maltraiter en les faisant être vus par les autres, comme les enfants des complotistes là-bas qui ne mettent pas le masque quand ils étendent leur linge dans le jardin. par rapport à cette peur du rejet social, comment on peut être outillé pour oser s'affirmer et oser être différent sans avoir peur de se faire rejeter socialement? Alors d'abord, il y a quelque chose de très important, c'est le fait d'être outillé intellectuellement. Quand vous pouvez réfléchir et avoir des arguments, vous êtes plus solide avec vous-même, vous doutez moins facilement. Et depuis ma génération, on est quand même de moins en moins instruit. Ça s'effondre très très vite, hein. L'histoire est mal enseignée, l'esprit critique n'est pas valorisé à l'école. Il faut faire beaucoup de par cœur, mais il ne faut pas trop réfléchir. Donc déjà, une population moins instruite est une population beaucoup plus manipulable. C'est du pain et des jeux. On abrutit les gens comme ça, on conduit la masse comme on l'entend. Et puis, il faut être outillé psychologiquement, c'est-à-dire que même quelqu'un qui est instruit, s'il n'a pas compris ce que ce sont que les mécanismes de manipulation, la manière dont on active des peurs, etc., etc., c'est-à-dire si c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé qui n'a pas fait le pas de côté pour regarder comment il a été éduqué, selon quelle logique, est-ce qu'il y avait de l'emprise dans la famille ou pas, et bien finalement, les gens qui ont vécu de l'emprise enfant mais qui ne l'ont pas compris, qui ne l'ont pas analysé, ils vont très facilement être mis sous emprise, aller vers des sectes, adhérer à des idéologies totalitaires, etc., etc. Et puis, les gens qui n'y ont pas été confrontés et qui y sont confrontés pour la première fois, si on ne leur donne pas les outils de décryptage, et ben en fait, ils n'ont pas d'immunité par rapport à cette emprise et donc ils vont tomber, ils risquent de tomber en fait dans la manipulation. Les gens qui ont lu Orwell, qui ont compris ce que c'est que le principe de la manipulation, de la novlangue, etc., bah, ils ne se laissent pas berner. Mais les gens qui n'ont rien lu et qui n'ont pas bossé sur leur propre histoire, qui n'ont pas réfléchi à l'expérience totalitaire du XXe siècle, ils ne peuvent pas voir comment dans notre démocratie aujourd'hui, il y a des germes de totalitarisme un peu partout. Mais là, ça me fait revenir à tout à l'heure parce que vous disiez que tous les mammifères, tout le monde a besoin d'avoir une image de quelqu'un qui le protège. Une représentation de quelque chose de bon, ouais. Quelque chose de bon, et en fait, le fait de réaliser qu'en fait, il y a de la manipulation, que tout le monde ne nous veut pas du bien, à quoi on peut se raccrocher du coup dans ces cas-là? Et ben, c'est pour ça que c'est important d'avoir une transcendance et une espérance. Parce que si vous croyez en Dieu, si vous croyez en autre chose de plus grand que ce que vous avez sous les yeux immédiatement, bah vous encaissez mieux la désidéalisation de votre figure parentale quand vous êtes adolescent et que vous apercevez que votre papa a menti ou votre maman a menti, de votre chef, je sais pas, de votre boss en entreprise, de votre supérieur en entreprise, de la classe politique, etc. C'est moins une tragédie en fait, puisque votre espérance, elle ne repose pas sur les individus que vous avez en face de vous. Et donc ces ressources intellectuelles, spirituelles et psychologiques, chez des gens qui ne sont pas instruits et qui ne sont pas incités dans notre société à faire un travail sur eux et à un retour sur soi et à savoir d'où ils viennent pour comprendre où ils vont et qui ils sont, c'est sûr que ça a conduit la majorité en fait à accepter de s'imposer une violence qu'ils n'avaient même pas identifiée comme une violence. Et en tant que parent, justement en temps de crise, alors c'est votre livre, mais par rapport aux réseaux sociaux, par rapport au rejet social et aussi tout ce qui est harcèlement scolaire, parce que dans le harcèlement scolaire, il y a aussi peut-être une part de manque d'empathie.
et de violences liées à la peur, etc. En tant que parent, vraiment, où on a envie de les aider, mais on peut se sentir démuni, quelles sont les premières choses qu'on peut mettre en place? Comment on peut les aider concrètement à... Mais je crois que la première aide, c'est de jamais faire penser à nos enfants, mais dès leur naissance, de ne jamais leur laisser penser que tout est bon dans la vie. Et en fait, l'école du discernement, enfin, le discernement, c'est pas un truc qui apparaît magiquement dans le cerveau à 25 ans parce que vous avez fini votre croissance cérébrale. C'est vraiment quelque chose, le discernement, qu'on apprend à l'enfant et qu'on doit prendre le temps d'apprendre à nos enfants, même si c'est emmerdant pour nous, parce que pour qu'ils discernent, il y a des moments où ils vont nous dire non. Bon, donc c'est plus fatigant qu'un enfant soumis. Mais ce discernement, il s'apprend dès tout petit. Quand un enfant veut quelque chose, c'est plus facile de lui donner ou de lui dire non en disant c'est comme ça et tu ne discutes pas, que de lui dire non, mais je t'explique pourquoi c'est non. Je t'explique pourquoi ça te met en danger. Quand vous expliquez, est-ce que tu penses finalement, maintenant que tu sais ce que ça fait à ton cerveau, est-ce que tu es sûr que c'est ça que tu veux? Là, tu le veux tout de suite. Mais finalement, est-ce que tu as envie que ça fasse ça à ton cerveau? Que ça t'empêche de dormir, que ça mette des images violentes dans ta tête, etc. etc. Qu'est-ce que tu pourrais faire si tu n'avais pas cet objet? Finalement, moi qui n'avais pas de tablette quand j'étais petite, à ton avis, à quoi je jouais? À quoi je m'occupais? Eh ben, en fait, votre enfant va éduquer son désir, il va éduquer son discernement. Et donc là, vous avez une première immunité qui est en place, c'est-à-dire que l'enfant devient conscient qu'il y a des choses qui sont bonnes pour lui et des choses qui sont mauvaises pour lui, et que quand vous, en tant que parent, vous posez un interdit, cet interdit n'est pas arbitraire, c'est pas une lubie d'adulte qui a le pouvoir. Ça prend du sens, en fait. C'est je t'interdis parce que c'est dangereux pour toi ou c'est dangereux pour autrui. C'est contraire à ton intérêt, c'est contraire à l'intérêt du groupe. Et donc, ça fait sens. Et donc, l'enfant va pouvoir intérioriser des règles, il va pouvoir ensuite s'approprier des limites et se mettre des limites. C'est ça l'autonomie, c'est je me mets ma loi, c'est pas je suis un anarchiste, c'est je me mets ma propre loi, la loi qui fait sens. Donc, je pense que ça commence tout petit, en fait, et notamment et expliquer aux enfants quand ils prennent leur bain que leur corps leur appartient, que très rapidement vous n'allez plus les laver, qu'ils vont vous appeler s'ils ont besoin d'aide, mais qu'ils vont se laver tout seuls, que personne n'a le droit de les toucher, ils ne sont pas d'accord. Ça se fait en fait dès leur plus jeune âge, mais avec des mots que vous allez, avec votre bon sens, adapter en fait à leur stade de développement. Concernant, si vous pouvez nous parler un tout petit peu de la loi, des nouvelles lois, sur l'instruction ou l'éducation sexuelle, je ne sais pas quel terme il faut employer pour, pour les enfants en milieu scolaire. Parce que je pense qu'il y a aussi, parce que bon, pour être une maman de 3 enfants, on n'a pas de retour. C'est-à-dire que si on ne va pas faire nos propres recherches, l'institution, en tout cas, pas toujours. Flou total. Quand c'est flou, il y a un loup. Flou total. Les parents ne savent même pas les intervenants au sein des établissements Ni qui quel viennent jour, ni ce qui faire sera dit. le cours. Bien sûr, ça c'est très inquiétant. Il faut vraiment que les parents dans les établissements publics aient la place en fait. On ne peut pas se plaindre en tant que parent, ça se passe mal, si on ne va pas tout vérifier. C'est ça qui est fatigant d'être parent, mais on doit absolument vérifier ce qu'il y a dans l'assiette de notre enfant, mais aussi ce qu'on lui met sous les yeux ou dans la tête, bien sûr. Et les dérives de l'éducation sexuelle à l'école, c'est qu'en fait la loi de 2001 qui voulait qu'il y ait des cours pour prévenir les abus, prévenir les agressions sexuelles, prévenir les attaques transphobes et prévenir l'addiction au porno, a été complètement dévoyée. Et que dans certains établissements, en fait, c'est des associations militantes qui viennent donner les cours. Alors, d'abord, pour moi, il n'y a pas d'éducation sexuelle à l'école, puisque l'école instruit, l'école n'a pas à éduquer. L'éducation affective et sexuelle, elle doit se faire dans la sphère familiale. L'école, elle est chargée de 2 choses, selon moi, et là, je vais passer pour une réactionnaire, mais ça ne me pose aucun problème. L'instruction en biologie, gamètes, spermatozoïdes, appareil reproducteur, hop, voilà. Instruction en éducation civique et morale. Si en éducation civique et morale, vous posez la notion de respect de soi, de respect de l'autre et de se faire respecter, d'entrée de jeu, vous allez créer une immunité sur les propos transphobes, les propos grossophobes, les propos sexistes, sur les agressions. Si vous rappelez à l'autre que son corps lui appartient et que nul n'a le droit de le toucher sans son consentement, vous avez mis en place. Et l'idée aussi qu'il peut venir parler s'il ne sait pas, poser des questions, qu'il y a une infirmière scolaire qui peut s'adresser au proviseur, que sa parole ne sera pas trahie, qu'il a le droit et que vous formez les professeurs à recueillir et entendre la plainte de l'enfance sans le mettre en cause, sans lui dire c'est pas vrai. Là, en fait, vous avez fait un travail qui est le travail de l'école. Tout le reste, apprendre aux enfants à la maternelle que c'est très bien de se masturber, mettre sur un site payé par nos impôts comment on fait dans le détail un anulingus
ça ne va pas du tout protéger nos enfants, ça va les sidérer, ça va les effracter. Ils vont évidemment, et on le voit, il va évidemment y avoir une augmentation des violences sexuelles dans l'école. C'est-à-dire qu'ensuite, les enfants, ils vont essayer les trucs dans le couloir. Donc là, il y a vraiment une dérive, en fait, qui est très, très grave. Et quand on le dit, comme il y a un lobbying massif d'associations militantes, on se fait traiter de réactionnaire, on se fait traiter de menteur, parce que les progressistes ne veulent pas voir de quel monde ils ont accouché. C'est-à-dire que moi, j'ai dû publier toutes les captures d'écran du site internet que je citais, parce qu'on m'accusait de fake news. On disait que c'était moi qui mentais, alors que moi, je ne faisais que dire, voilà ce qu'il y a sur les ordinateurs. Quand vous l'allumez, vous allez sur les sites officiels du gouvernement. C'est pas moi c'est mes impôts qui ont servi à être financés contre mon gré, mais c'est pas moi qui l'invente. Et en fait, là, vous vous faites insulter quand vous dites la réalité. Parce qu'en fait, je crois que pour certains, la réalité dépasse ce qu'ils imaginaient et qu'ils ne croient même pas à ce qu'ils ont mis en place. Donc, vous protégez vos enfants, vous vous occupez de leur éducation affective et sexuelle. Il n'y a pas de tabou à la maison. Votre ado, vous ne l'envoyez pas balader quand il se pose des questions sur la sexualité. La sexualité, c'est une fonction vitale. Mais par contre, l'école n'a pas à mettre ses pattes là-dedans. Quand on voit le niveau qu'ils ont en mathématiques et en lecture, je pense qu'ils ont d'autres choses à leur apprendre. Là, je pense aussi que c'est vraiment toute cette histoire de lien, et même parents-enfants, parce que les enfants sont quand même, pour certains, toute la journée entre les garderies, la cantine et l'école, en fait. Et de plus en plus, ils veulent même rallonger, enfin, en tout cas, les horaires sont assez... Ils veulent mettre l'école obligatoire à 2 ans. Voilà. Mais à 2 ans, on est un bébé. Donc en fait, ils nous prennent entre guillemets, nos enfants très jeunes. Donc mais en fait, c'est je pense une dérive parents, totalitaire. On doit être d'autant plus vigilants. C'est la dérive totalitaire, c'est une dérive communiste. En fait, il faut que l'enfant soit arraché à ses scories familiales et à ses traditions un peu rances pour être recréé selon les critères de l'homme nouveau augmenté. Il faut être des parents vigilants, encore plus. Il faut être des parents très, 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 très attentifs, oui. Mais tant qu'on est là pour faire rempart, nos enfants ont une espérance. Il ne faut pas se décourager. Et ça, c'est bien parce que par rapport à ce que vous disiez au début, on a le contrôle. Autant sur ça, on a le contrôle. Bien donc on peut encore faire quelque chose déjà au niveau de nos enfants. Ben oui, bien sûr. Et ça fait du bien de savoir qu'on a le contrôle sur quelque chose et qu'on peut déjà changer les choses déjà à ce niveau, puisque les enfants, c'est les futurs adultes de demain. Donc bien sûr. Ça fait du bien de l'entendre aussi. Dans le podcast, j'ai pour habitude de donner toujours un petit comprimé, parce que je suis infirmière, mais ceux-là, ils sont sans effet indésirable. Et ils révèlent à l'intérieur un petit message. Ce sont des phrases, etc. Si vous voulez juste en prendre un et le lire et me dire ce que vous en pensez. Ah, d'accord. C'est pas une molécule. Sympa. Des mots plutôt que des molécules. D'accord. Alors, quelle couleur ? Eh bien, je vais choisir le bleu. C'est très joli. Oui. Ah, mais je crois que je connais l'auteur de cette phrase. Ah, voilà, peut-être. C'est possible parce que peut-être. Notre personnalité est notre véhicule pour l'existence. C'est de vous. Oui. Oui, en fait, je pense que le connais-toi toi-même socratique est trop oublié aujourd'hui et que si vous savez qu'il existe différents types de personnalités et que vous avez un type de personnalité déjà, est-ce que vous êtes introverti, extraverti, etc. Quand l'enfant est capable d'identifier des traits de personnalité et quelle personnalité il a, déjà cet enfant est beaucoup plus serein parce qu'il accepte que les autres ne réagissent pas de la même manière que lui aux émotions, ne réagissent pas au stress de la même manière que lui et que c'est pas parce que l'autre a une architecture psychique, exactement comme il a une morphologie différente de lui, que en fait c'est contre lui ou que c'est menaçant. Et plutôt que des cours d'empathie à l'école, mettre des éléments très, très tôt dans le cursus scolaire de psychologie, des éléments très objectifs, en fait, presque des éléments de langage. C'est quoi le stress, c'est quoi l'anxiété, c'est quoi être introverti, c'est quoi être extraverti, etc. etc. Comme il faudrait mettre très tôt des éléments, je pense, de droit, de culture juridique un peu, en fait, ça aiderait aussi les enfants à être plus sereins avec leur propre développement et à accepter l'idée qu'on a tous un fonctionnement psychique différent et qu'il y a des gens avec qui on va pouvoir bien fonctionner dans l'amitié et des gens où on ne pourra pas bien fonctionner parce qu'on est opposé sur des traits de personnalité trop importants. Et de la même manière qu'il y aura peut-être des associations qui seront fructueuses pour un exposé ou pour une association professionnelle et d'autres pas. Et ça, je pense que c'est des outils hyper intéressants pour les enfants. Et en plus, quand on commence à leur parler de ça, ça les passionne.
J'aurais encore 1 million de questions à vous poser, mais on va arrêter l'interview ici. Je voulais vous remercier vraiment énormément pour cet échange, parce que je pense que ça fait vraiment du bien aussi d'avoir votre regard, avec votre facilité d'exprimer aussi les choses, et un sujet qui est hyper tabou quand même, comme la santé mentale, où effectivement on peut facilement se sentir bizarre, malade, et on le garde sous silence. Donc merci en tout cas pour votre générosité dans le partage de vos connaissances. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut vous retrouver, enfin je le sais, mais est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver, comment on peut vous voir, vous lire, vous nous l'avez expliqué au départ. Oui, bah voilà, il y a mes livres. Bah, si vous tapez Marie-Estelle Dupont, vous allez tomber sur mon site internet où il y a effectivement mes livres. J'ai un compte Twitter qui est Dupont-Mariest 1. Comme j'adore les réseaux sociaux, vous avez remarqué, vous voyez, je sais à peine comment s'appelle mon compte Twitter. Donc Dupont-Mariest 1. J'ai un compte Instagram, j'ai fini par me décider à mettre un Instagram il y a quelques mois, qui s'appelle Marie-Estelle Dupont Off. Voilà, et puis on peut me retrouver aussi avec des webinaires. Là, j'ai un webinaire mardi la semaine prochaine sur la question de la jalousie maternelle. Donc, je fais des webinaires, des masterclass, et le 29 mai, il y aura un webinaire de lancement justement d'une masterclass que je fais sur la question de la vie de couple, comment avoir aujourd'hui une vie de couple harmonieuse dans la société actuelle, en fait, avec toutes les pressions qu'elle peut faire peser aussi sur le couple, pas seulement sur l'éducation des enfants. Comment elle impacte le couple et comment le couple peut se préserver, notamment des écrans, etc. Très bien, je vous remercie beaucoup en tout cas. Merci à vous. À bientôt. À bientôt, au revoir, merci.